Bonjour, bonjour. Sylvain Lessard vous accueille cette semaine une fois de plus à votre émission Chasse et pêche express. Vous savez, plusieurs d'entre vous se demandent « Ah, tous les voyages que tu fais, Sylvain, les pourvoiries, c'est magique. » Oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'une fois par année, la Fédération des pourvoiries du Québec rassemble les principaux intervenants de l'industrie dans un méga événement. Donc, cette année, j'ai eu le plaisir d'être invité pour aller rencontrer justement les différents pourvoyeurs au congrès à Montebello. Donc, c'est un peu plus tard à l'émission que je vous présente cet événement annuel. Mais tout d'abord, nous nous dirigeons vers la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, dans le haut de Lanaudière, pour une petite pourvoirie familiale de plusieurs générations, la pourvoirie Richard. Un beau coin enchanteur, c'est expressément pour la petite famille. On regarde ça ensemble. Alors, me voilà reparti pour la région de Saint-Michel-des-Saints. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis allé visiter une petite pourvoirie l'été dernier, la pourvoirie chez Richard. D'ailleurs, il m'avait offert ce beau couvre-chef. Mais là, il paraît que le propriétaire, Éric, a des activités automnales assez intéressantes. Parce que là, on a des belles couleurs dans les arbres, on est dans le pic des couleurs fin septembre, début octobre. Et il me dit, Sylvain, j'ai voulu développer des activités peut-être un petit peu différentes. Alors, je te donne rendez-vous, tu vas rencontrer des personnages à ma pourvoirie, haut en couleur. Et mon rendez-vous, c'est son petit chalet, le chalet du trappeur qui appelle. Deuxième reportage, pourvoirie Richard, mais dans un contexte complètement différent. On oublie la pêche et on va pratiquer des activités beaucoup plus fin d'été. C'est à suivre. D'avoir un rendez-vous ici. Monsieur Corbeil? Oui, bonjour Sylvain. Hey, allô? Alain, hein? Oui. Salut, Alain. Ça. Wow, J'étais en train de préparer Castor pour notre démonstration. Ben oui. C'est un beau castor, ça. Oui, c'est un beau castor. C'est un castor à peu près une trentaine de livres. Moi, je trouve ça génial, Alain, puis permets-moi de le présenter. On est à la pourvoirie Richard, en haut de Saint-Michel-des-Saints. Puis je trouve que c'est un beau produit que Éric, le propriétaire, tente de développer avec ta participation. C'est que les gens qui viennent en pourvoirie pour une demi-journée de pêche ou peu importe la villégiature peuvent passer du temps avec un trappeur professionnel, toi-même, et finalement, toutes vivre les différentes étapes que le trappeur vit dans sa journée, finalement. Oui, on va pouvoir faire ce projet-là, mais ça va être plus en saison de piégeage. Oui. À partir du 25 octobre, il y a encore de la pêche qui se fait parce qu'en pourvoirie, ici, on peut pêcher quand même au 25 octobre, où il va y avoir la chasse au petit gibier. Mais en même temps, on peut allier cette expérience-là de vivre une journée avec un trappeur. Avec un trappeur. Puis de faire la tournée de ses pièges et aussi de voir une préparation de fourrure. Puis de dire, bien, tantôt, on va voir, là, c'est le castor, parce que c'est l'animal qui est abondant au Québec, mais on va voir des autres espèces aussi, que ce soit la loutre, le vison, le renard. Puis ça ne veut pas dire qu'on va attraper toutes ces espèces-là, mais on va voir les différentes installations, puis on va passer une belle journée ensemble. Puis on va finir ça avec un souper de venaison qui est du castor qui va être Ah oui, parce qu'on consomme en plus le fruit de notre piégeage. Oui, il faut dire que le castor, c'est un animal qui est goûteux, qui est un animal qu'on n'est pas habitué de consommer, mais bien apprêté, c'est délicieux. Hey, j'ai hâte de voir ton spécimen. Ben, je vous invite à rentrer. D'ici, ça a l'air d'être un beau spécimen. Merci, Alain. Wow! C'est un bel animal. Ça, c'est un beau castor, Alain. Oui. C'est un castor assez gros. Environ 15 kilos. C'est-à-dire 40-45 livres. Puis on voit aussi même... On a une grosseur de queue, mais on voit des cicatrices. Ça, c'est probablement... Il s'est fait attraper soit par un ours ou par un loup, mais il y a eu une blessure, mais il a réussi à se réchapper parce qu'il avait probablement... Il était assez costaud pour réussir à se sauver, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est quand même différentes étapes. L'étape de l'écorchage, ensuite de ça, l'étape du dégraissage et du moulage. Donc, finalement,
une fois que l'animal est dans le piège, c'est pas juste ça qui est la job du trappeur. Hein? Malheureusement, c'est la partie, comment on va dire ça, la moins intéressante, c'est de préparer la fourrure. La majorité des gens vont attraper des fourrures, ils vont les mettre sur le marché, ça va payer la dépense. C'est ce qui est important. Mais c'est pas la question de faire de l'argent avec des animaux, c'est question de passer une journée en forêt, voir quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas vu, ils en ont entendu parler, puis c'est malheureux, sauf que les gens ne connaissent pas ça. Ben oui. Mais des trappeurs au Québec, on en a peut-être environ 7000. Mais ils sont tous cachés en forêt. Ben, c'est ça. C'est comme des animaux fourrus. On les voit pas. On les voit pas. Hey, Alain, écoute, je vais faire quelque chose avec toi. Pourvoirie Richard, aujourd'hui, on est en plein festival de couleurs. Il y a des gens qui pêchent. J'ai vu quelques naturalistes qui se promenaient aussi. Fait que je vais continuer à faire ma petite découverte de la pourvoirie. Je te laisse terminer l'écorchage de ton castor et je reviens pour te donner un coup de main au niveau de la préparation de la fourrure. C'est bien parfait. Fait que je vous attends tantôt. C'est bon, merci, Alain. La fourrure sera prête. C'est cool, c'est bon. On est en pleine migration de rapaces. Je viens de voir passer une petite buse, un pic. Et puis là, moi, je m'intéresse aux oiseaux, mais il y en a qui s'intéressent à d'autres choses. Allô? Êtes-vous monsieur sans regret? Yes, sir. Bonjour, Sylvain. Ça va bien? Ça va bien, merci. Éric, le propriétaire de la pourvoirie, me disait que je trouverais un cueilleur de toutes sortes de choses. C'est vous, ça, j'imagine? Exactement. Moi, Exactement. j'observais des oiseaux, c'est les buses en migration, c'est ainsi. Je trouve que c'est très, très bien. Moi, c'est les champignons. C'est les champignons. Oui. Un Les mycologue? Non. Non? Moi, je suis cueilleur de champignons. Cueilleur de champignons. Pour ça. Ah, vous les consommez? Et voilà. Et comme je ne veux pas me perturber et être inquiet, je me réserve à des champignons faciles à identifier, OK. faciles à entretenir. OK. Et avec quelques truites, je prends une petite marche et je complète mon repas, puis je suis très heureux. Bien, justement, tu permets-tu que je t'accompagne? Bien, on va faire un Jean-Pierre? petit bout. Et comme c'est la fin de la saison, d'après moi, il y a des champignons qui vont être moins intéressants. La meilleure, le haut de la saison, c'est quand, ce Jean-Pierre, pour les champignons? Mais si tu me dis la période idéale, deuxième, troisième semaine du mois d'août. Je dois vous dire que le coût de l'équipement est, Prend pas grand-chose, là. assez réduit. Là. Ouais. OK? Et l'identification est assez simple. Orange de sort de Il n'y en a chasse. pas d'autres Il y en a- qui sont ce couleur-là. Ah. Le bolet, il y a un coussin en dessous. Ouais. C'est la famille des bolets, c'est les seuls qui ont des coussins à peu près. Donc, je suis en Cadillac, moi je cueille, puis l'inquiétude, il n'y en a pas. Là. C'est bon, j'aime ça. Il n'y en a pas, T'es là. la première personne que je rencontre qui n'a pas d'inquiétude à ramasser un champignon parce que, justement, tu te limites à ce que tu connais. C'est pour ça que je ne suis pas un mycologue. Je suis un cueilleur. Ça marche. Je C'est vois la différence. Pas du tout là. pareil. là. OK. Moi, je suis un cueilleur. Alors, puis, Sylvain, toi, t'aimes la petite gibier, t'aimes chasser? Ben oui. Ben, la journée où le monde comprendra que je chasse. Si mon œil n'est pas habitué, même s'il est orange, on va en voir peut-être tout à l'heure. Là. Il y en a qu'on les voit, ils sont dans le milieu du monde. Il n'y a rien autour. Mais quand ils sont dans le feuillu eux-mêmes, là, c'est pas tout à fait la Ça même prend un affaire. œil aguerri. Comme pour trouver la perdrix. Oh oui. Ça marche-tu? Donc, moi, je chasse au mois d'août, dans le fond. Tiens, trouve-moi les. Tu le vois, toi, là? Ben oui, il est visible. Oui, je le voyais, là. Là, tu le vois. Oui, je le vois. Compris? Mais toi, tu chasses la perdrix, hein? Oui. Eh bien. Mais tu m'as donné un indice, il était orange. Ben oui. Aïe. Ah, il est gros pareil. Oui, mais lui, regarde, il est avancé. Vois-tu, regarde, il est piqué. Oui, il paraît OK? Donc, quand tu travailles avec le monde, OK, même s'il est gros, puis là, la personne dit, hey, je suis pas pour le jeter, tu peux toujours travailler pour le rendre un peu plus comestible, vois-tu, mais moi, je trouve qu'il y a trop de pertes. OK. OK? Puis tu remarqueras que je fais tout ça là. Tu fais tout ça là. Ouais. Ouais. Parce que moi, je vais être un vecteur de propension. Là.
Ah oui, tu penses tout à ces petits Ben, détails-là, pareil. Ben oui, je vais en prendre l'année prochaine, je vais en avoir dans 2 ans, puis je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais aller, mais aussi longtemps que moi y aller. Mhm. C'est le fun parce que tu as un plat de gibier que tu as récolté, puis en plus d'un champignon que tu as ramassé dans Oui, le même puis, habitat. puis je pourrais faire ça après avoir été à la pêche ici. Dans mon après-midi, quand ça mord moins, là, ben, prends ton panier, va faire un tour. Moi, j'en vois pas, là. Moi non plus. Hein? Ouais, mais quand tu... Moi Ah, non ben plus. là, quand tu as la grosseur, Ça, c'est un bolet aussi. ça ressemble à un bolet, ça. C'est. J'essaye beaucoup, même si c'est pas même. nécessairement une loi, de laisser ma racine dedans. OK, regarde ça, c'est un bolet orangé, c'est à peu près sûr. Le pied n'est pas parasité. OK, je peux le garder. D'accord? Et je vais être obligé d'ôter le coussin. Et il est Ah, parasité. tu enlèves le coussin complet. Lui, il est trop avancé, c'est pour ça que je l'enlèverai. Regarde la différence de couleur Oui. entre le coussin et la chair. Mais quand il est à point, le coussin est blanc. Et là, tout ce que tu fais, regarde, tu vas prendre tes tranches comme ça. OK? Ah oui, hein. Et dans le fond, là, c'est ça que, selon moi, les gens ont besoin. Comment je le conserve, comment je l'apprête pour le faire cuire. OK? Pas compliqué. Ça s'apprend une journée et demie, 2 jours. Le soir, on prend des champignons, on les regarde. T'expliques les habitats. Le lendemain, on va faire un tour. T'essayes d'en trouver. Je t'emmène à une place où il y en a. Et là, tu apprends tout de suite à « Ah, lui, il est parasité. Il reste là. C'est bon. L'année prochaine, tu reviendras ici. Il y aura des champignons. Au mois d'août, puis je vais en avoir. Au lieu d'avoir juste ça, je vais peut-être avoir la moitié du panier. Puis un vrai crabe, ça peut peser des fois jusqu'à 2 livres. Puis il est tout le monde. Fait que je te remercie. Moi, je vais 15 continuer kilos. tout simplement. Ben, c'est moi qui te remercie. Je D'accord. ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme toi aujourd'hui. En passant, si tu vas un petit peu plus loin, moi, j'ai vu un oiseau de poignet. Il était super beau. Mais j'avais pas ton livre. Je serais prêt à te donner le nom. OK. Ben, c'est pour ça que je le traîne. Ben, c'est Si ça que jamais je tu vois te dis. quelque chose, oui. C'est la bonne idée. Tu me montres C'est la du bonne doigt. idée. Oui, la bonne idée, hein. C'est beau. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi. Ah, Alain, on a changé de scénario, là. Oui, on arrive sur la fin. Oui, on a enlevé la fourrure sur la carcasse. Oui. Après ça, j'ai prélevé les 2 cuisseaux. C'est les cuisses arrière du castor. OK. Puis c'est un morceau de viande, c'est hein? un gros morceau de viande. On parle d'environ 3 kg, 5 à 6 livres. Par la suite, bien, c'est pas compliqué. C'est qu'on va le faire cuire ça pendant peut-être 2-3 heures, 3 heures au moins. Mais avant, on va faire bouillir la viande. OK. On va jeter l'eau à 3 reprises pour enlever le gras qu'il pourrait y avoir, parce que c'est un animal qui est quand même assez gras. La viande est délicieuse. Ben oui. Elle se défait très bien après 3 heures. On va l'agrémenter avec des oignons, des patates. Oignons, patates. Puis ça fait tout un repas. Donc, une journée ici à Pourvoirie avec toi, Alain, s'il y a du succès dans tes pièges, évidemment, il y a des chances que les clients puissent consommer le fruit de la trappe. C'est certain qu'on va consommer les fruits de la trappe. Hey, un oiseau en plus, salut! Salut, ça va? Hey, t'as pogné une perdrix? Yes. Je l'avais pas vu dans mes observations d'oiseaux, c'est aujourd'hui. Ah non, je l'avais pas vu rare. de perdrix, c'est tout, il y en a pas une. Ah, c'était une jeune, vois-tu, il y a des plumes centrales, ils sont pas tout à fait poussées comme les autres. Une petite femelle en plus. OK, c'est le même qu'on différent. C'est de même qu'on fait ça. Beaucoup de feu, beau fusil, tout le kit. C'est ça, pendant que moi je travaille sur ta pourvoirie, toi tu chasses, puis t'as du fun. J'ai bon voyage. Mon chien de 12 ans, il n'a pas eu l'occasion de sortir quasiment encore, fait qu'on peut pas dire qu'on ambitionne. Faut pas C'est se un, tromper. c'est un service que tu offres ici, la chasse au petit gibier? ça? Oui, en plus de la pêche, en hébergement seulement, parce que mon territoire n'est pas bien grand. Fait que OK, c'est OK. plus en hébergement. Faut expliquer aux gens que je t'ai pas vu de la journée parce que tu m'avais dit, viens à Pourvoirie, Sylvain, tu vas rencontrer du monde durant ta journée, puis j'ai pas besoin d'être là. Puis en effet, j'ai rencontré des gens, mais je suis content de te parler parce que ça, c'est quelque chose que
que tu veux offrir à ta clientèle, ça? Cueillir des champignons, parce que Jean-Pierre m'a entretenu quand même, t'es tout un moineau, hein? Et Alain, trappeur professionnel qui a à peu près trappé tous les animaux à fourrure du Québec, une dextérité puis toute une connaissance. C'est vraiment qu'il y a un plus que tu apportes à ton territoire, ça? Ouais, pour 2015, on veut, au mois d'août, les champignons, c'est plus le temps pour les champignons. Alors, Jean-Pierre, on va offrir des fins de semaine d'initiation aux champignons. On va voir Jean-Pierre pour l'initier. Puis, l'attrapage, c'est plus 25 octobre à peu près, là, pour visiter la ligne de trappe, puis participer à l'écorchage, puis dégustation de castor. Vraiment s'initier au piégeage. Exact. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, ça. J'ai visité beaucoup de territoires. Éric, si tu me permets, là, je dirais que la pourvoirie moderne, je pense qu'elle va réussir à se démarquer avec des choses comme ça. Je trouve que c'est un virage intéressant que tu as, même si c'est un petit territoire, je trouve ça très riche en événements, champignons, petits gibiers, trapage, pêche. Il me reste qu'à te souhaiter un bon succès dans tes entreprises, Éric. Je trouve que tu as un beau potentiel, puis ça mérite d'être reconnu. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bien content. Qu'en est-il de l'importance du contrôle des odeurs pour nos vêtements de chasse? Qu'en est-il du contrôle de nos odeurs corporelles en tant que chasseurs? Dans quelques instants, on fait le point sur ce qui est présenté en industrie versus nos besoins à nous. Mais tout d'abord, un congrès, c'est pas un événement anodin. J'ai été convié au congrès de la Fédération des pourvoiries du Québec qui a eu lieu au château Montebello, s'il vous plaît, où j'ai pu rencontrer plusieurs intervenants. On regarde ça ensemble. Marc Plourde, bonjour. Bonjour. Président de la FPQ, 65e congrès. Moi, le 65, il ne me rentre pas dans la tête. Ça fait aussi longtemps que ça qu'il y a une fédération qui couvre les pourvoiries du Québec. Oui, effectivement. 1948, la fédération, en fait, c'était l'Association des Outfitters du Québec à l'époque. Ça marche. C'est quoi votre principal rôle de chapeauter tous ces membres-là, finalement? Bien, je pense qu'un de nos rôles principaux, c'est d'abord d'être à l'écoute de nos membres, hein, d'être à l'écoute de leurs besoins, de voir un peu quelles sont les réalités qu'ils vivent, puis de transmettre ça aussi à l'appareil gouvernemental. Hein. On est un organisme qui a un mandat de représentation. On a évidemment, pour l'assumer comme il faut, ce mandat-là, on se doit d'informer nos membres. On se doit de les tenir au fait. On a un bulletin de liaison qu'on appelle le pourvoyeur de nouvelles, qu'on envoie régulièrement, périodiquement à nos membres. Évidemment, des événements comme aujourd'hui, le congrès, bien, c'est une occasion pour les pourvoyeurs de venir voir des nouveautés, des choses qui se font. Cette année, le 65e, on a voulu profiter de l'occasion pour présenter des expériences de pourvoyeurs, des succès. On veut faire mettre en valeur les gens qui ont réussi à relever des différents défis pour inspirer leurs confrères, puis voir de quelle façon on peut faire face aux nouvelles réalités, puis des enjeux fauniques, des enjeux environnementaux. On a beaucoup travaillé dans les dernières années, puis on veut accentuer dans le développement durable, parce que le développement durable, c'est pas seulement de la protection de l'environnement, c'est une meilleure efficience des entreprises, de travailler, puis finalement, ça se traduit par une meilleure rentabilité. Donc, c'est un peu les rôles qu'on joue. Salut, Seb. Hey, salut Sylvain, comment ça va? Ça va bien? En forme? Oui, je suis très en forme. Content de te voir ici, Sybol, au congrès. Écoute, qu'est-ce qui t'amène dans un congrès à la Fédération des pourvoiries du Québec, toi, Seb? Écoute, pour moi, c'est nouveau. Je suis pourvoyeur depuis 2008, mais j'ai adhéré à la Fédération des pourvoyeurs cette année. Ah oui? Oui, c'est un accident de parcours qui m'a amené là. J'avais eu peut-être une mauvaise presse d'eux autres, puis finalement, je me rends compte que j'ai perdu 5, 6, 7 bonnes années que j'aurais dû être membre parce qu'il y a beaucoup de personnes ressources. Hier, on a eu l'Assemblée générale, on a eu une table ronde, il y a beaucoup de questions qui sont sorties.
et des dossiers qui vont être très importants, je pense, à travailler. Puis je pense que c'est une bonne chose de faire partie de la fédération. Il y a aussi au niveau marketing. Écoute, ils ont, ils ont au niveau marketing investi beaucoup d'argent dans leur site Web. Ils ont 3 sites Web différents. Donc, je pense que maintenant, avec le multimédia, là, c'est important d'être là-dessus. Puis écoute, c'est des personnes ressources. Comme un incontournable. Donc, j'imagine, toi, en tant que pourvoyeur, par exemple, hypothétiquement, tu as un problème légal, par exemple, ou législatif, ou de la réglementation. C'est-tu des gens à la Fédération qui pourraient te représenter à des instances supérieures? Oui, oui. Écoute, il y a premièrement les techniciens forestiers qui peuvent nous aider avec les compagnies forestières quand il vient le temps de l'aménagement. Très bon point. Tu sais que chez nous, on fait beaucoup d'aménagement pour l'orignal, pour le doré, tout ça. Oui. Donc, c'est des gens qui vont nous aider à négocier avec les compagnies forestières pour justement protéger les frayères, les sites de reproduction de l'orignal, les gardes-manger, les aires de repos, etc. Donc, je pensais pas qu'il y avait ça ici. Hey, 65e congrès. C'est quand même une industrie qui perdure, le domaine de la pourvoirie, malgré tous les changements, malgré toutes les tempêtes que vous avez... Les pourvoyeurs, ça démontre que les pourvoyeurs sont des gens capables de s'adapter puis de se virer de bord vite, comme on dit souvent, et de faire face à la musique. Effectivement, il y a eu des changements majeurs qui sont amorcés. Au niveau de la faune, Normand, qu'est-ce que tu penses que la pourvoirie est-elle importante au niveau de la gestion et de l'aménagement du territoire? On dit que la faune va bien au Québec, mais je pense que le pourvoyeur a quand même eu son implication à faire dans la gestion en tant que tel. Les pourvoyeurs, en tant que concernés, sont incontournables sur toutes les tables faunes à travers le Québec. Effectivement, les pourvoyeurs sont des visionnaires. D'ailleurs, je ne connais pas de pourvoirie où on a passé à travers la ressource. C'est pas dans l'intérêt des pourvoyeurs non plus. Et il y a aussi de plus en plus de formations qui sont données à nos pourvoyeurs via les congrès comme ici, avec des ateliers où on a des gens qui viennent justement nous sensibiliser dans ce sens-là. Et en fait, on n'a pas besoin de sensibiliser, sauf qu'on a besoin de s'adapter aux nouvelles réalités, aux technologiques, tout ça, tant au niveau faunique, communication, etc. Donc, oui, la faune se porte très, très bien. Je crois que les pourvoyeurs ont été les instigateurs bien souvent. Je donne un exemple de l'aire faunique du réservoir Gouin. C'est un projet qui a été mis en place par des pourvoyeurs dont ils ont constaté, le moment où ils ont constaté qu'on avait justement un problème de peut-être de surexploitation ou de manque de contrôle. Ça, c'est un autre gros problème qu'on a pour des coupures budgétaires. On n'a plus d'agents de conservation, donc il faut voir nous autres mêmes à s'organiser. Le dossier du caribou. Les dossiers du caribou, en l'an 2000, ce sont les pourvoyeurs qui ont alerté le gouvernement du Québec. J'ai amené ces gens-là devant le ministre, qui était M. Chevrette à l'époque, puis il était très, très sensible à ça. Puis on a démontré qu'effectivement, on sait ce qui s'est passé avec le troupeau de la Rivière-Georges. Oui. Donc, ça démontre que les pourvoyeurs sont partout sur le terrain et de plus en plus développent des expertises sur le plan de gestion faunique. Finalement, je suis bien heureux d'avoir assisté à ce 65e congrès de la pourvoirie grâce à la Fédération des pourvoiries du Québec. Nous, à Rendez-vous Chasse et Pêche, c'est notre devoir d'assister à ces rencontres-là pour vous informer un peu de ce qui se passe dans l'industrie. Alors, ce n'est que partie remise pour peut-être un autre congrès. Et en tout cas, ça me met un peu la table pour mes prochaines destinations parce qu'entre vous et moi, j'ai rencontré des pourvoyeurs fort intéressants qui m'ont ouvert leurs portes et leur territoire pour que j'aille taquiner leurs poissons. Donc, c'est un rendez-vous avec eux pour l'été prochain. Donc, c'est à suivre et tout ça à votre rendez-vous Chasse et Pêche. Nous, les chasseurs, on reçoit beaucoup d'informations concernant l'émanation de nos odeurs corporelles, qui c'est important de les camoufler en situation de chasse pour éviter de se faire localiser par l'animal. Vous savez, nos gros gibiers québécois, autant que l'ours noir, sont dotés d'un odorat véritablement surmultiplié par rapport à ce que nous, on a connaissance. Ce qui fait que souvent, l'animal va nous sentir avant même qu'il va nous voir et ce qui va empêcher, par exemple, un tir précis ou avoir un rapprochement avec l'animal. Ce qui fait qu'on a toute une liste de devoirs à faire avant de rentrer en forêt dans notre expédition de chasse. Première chose à faire, c'est de bien laver nos vêtements. On les lave avec un détersif sans phosphate, évidemment, parce que le chasseur est un écologiste. On fait attention quand même au savon que l'on utilise. Mais c'est souvent un savon qui va être sans odeur et qui va être également anti-UV. Parce que les recherches, surtout du côté américain, nous ont démontré que les gros gibiers étaient capables de voir les ultraviolets.
Donc, on peut avoir un habit totalement camouflage, mais vous savez qu'à la chasse à l'arme à feu au Québec, on nous oblige à porter un dossard, mais c'est souvent le dossard qui va nous trahir. C'est lui qui va être la source de rayons ultraviolets. Donc, très important, tout en lavant votre matériel de chasse, votre linge de chasse, de laver également vos dossards. Vous pouvez ensuite de ça faire sécher ça sur la corde à linge au grand vent. Et une fois ça bien sec, vous pouvez entreposer ça dans un bac qui ferme hermétiquement, soit avec des branches de sapinage, par exemple, ou avec des huiles essentielles pour véritablement enlever l'odeur qui pourrait être, je dirais, domestique, humaine, et la remplacer par une odeur plus naturelle. Le meilleur truc que je pourrais vous dire, c'est si vous avez un cousin, par exemple, qui a une ferme éloignée, allez suspendre vos vêtements de chasse dans son étable. C'est le meilleur anti-odeur humaine qu'il n'y a pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ces facilités-là, donc on met ça dans un bac. Par contre, sur le marché, depuis quelques années, les compagnies s'arrachent les étagères des magasins de chasse et pêche pour nous vendre ce qu'on appelle des neutralisants d'odeur. Bon, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? En tout cas, psychologiquement parlant, c'est efficace parce que tout le monde en achète puis tout le monde en saupoudre un peu partout. Il s'agit de petites bouteilles, ce qu'on appelle des atomiseurs, qui fait un petit jet de substances chimiques, souvent qui est inodore, et qui va venir recouvrir d'une pellicule tout à fait chimique les différents vêtements que nous portons et les différents accessoires que l'on utilise pour éviter justement de dégager l'odeur humaine. Ici, je vous dirais comme truc de bien lire l'étiquette des produits, parce qu'il y a une différence entre un neutralisant d'odeur et un autre produit qui va être un destructeur d'odeur. C'est peut-être subtil au niveau de la nomenclature, cependant, ça fait toute une différence. L'éliminateur d'odeur va neutraliser, si on veut, les principales odeurs. Donc, on recouvre le spray, finalement, de notre chapeau et on laisse cette petite bruine-là descendre sur nos vêtements. Et peu importe les compagnies, c'est toujours avec une pompe à pression. Une compagnie se démarque des autres, qui est un produit un peu plus chimique, qui contient un peu de chlore, même on le sent à l'odeur, mais il paraît que, selon les dires de la compagnie, c'est le seul qui va détruire véritablement les odeurs. On l'a essayé sur des substances vraiment très odorantes, et à ma grande surprise, cela fonctionne. Cela dit, chaque compagnie a son étiquette et a son petit mémo technique, éliminateur ou destrodeur. Bref, ils ont travaillé fort pour trouver un vocabulaire propre à ça. Bref, en conclusion, on traite nos vêtements de chasse une fois bien lavés et bien lessivés. On n'oublie pas nos dossards également. Et tout ce que je porte sur moi est également traité à l'anti-odeur, que ce soit ma paire de gants, que ce soit le siège que j'installe dans mon tree stand, dans mon affût, que ce soit même mon appareil de surveillance qui espionne mon site à pâté. Bref, je n'oublie aucun article et j'ai toujours un éliminateur d'odeur dans mes poches parce que psychologiquement, je pense que je passe inaperçu en forêt. J'espère que ça vous a plu, mais ne manquez pas prochainement un autre Chasse et Pêche Express.